Bonjour à tous, bonjour aux amis de Jean Améry. Monsieur Crae m'a demandé de parler une demi-heure sur l'importance littéraire de Jean Améry et la genèse de l'exposition. Je commence par la genèse. Nous avons conçu cette exposition, Philippe Ménard et moi-même, en 2011, dans l'espoir de pouvoir l'inaugurer en 2012 pour le centenaire de Jean Améry. Hélas, sans vouloir entrer dans les détails, les circonstances ont été telles que l'inauguration n'a pu se faire qu'avec un peu de retard. Je suis très heureuse que Bruxelles rende hommage à Jean Améry aujourd'hui et je remercie l'ASBL Mémoire d'Auschwitz, la cellule Démocratie ou Barbarie et la Fédération Wallonie-Bruxelles de leur soutien et d'avoir rendu possible cette inauguration longuement attendue. Le point de départ de l'exposition est mon ouvrage sur la biographie intellectuelle de Jean Améry qui contient un nombre de photos et de documents inédits que j'ai pu mettre en exergue pour l'exposition que vous verrez tout à l'heure. Ma présentation sera centrée sur l'importance littéraire de Jean Améry et se limitera aux 5 essais qui constituent son premier livre, Par-delà le crime et le châtiment. Ce n'est pas seulement la base sur laquelle son œuvre entière va se construire, c'est aussi le fondement qui informe tout discours sur Auschwitz et l'après-Auschwitz aujourd'hui. Mais avant d'entamer mon analyse, je voudrais relever 2 aspects qui rendront l'exposition plus lisible. D'abord, le titre de l'exposition, puis la trajectoire de Jean Améry en Belgique. Jean Améry, choisir son destin. Nous avons élu ce titre pour faire ressortir d'une certaine façon le titre du roman de Imre Kertész, Sans destin. Améry, lui, contrairement au protagoniste du roman de Kertész, a toujours voulu choisir son destin. L'autodétermination prime à chacun des croisements de son existence. Il ne s'est jamais soumis aux données simplement parce qu'elles étaient des données. Jeune homme encore, il se révolte contre son nom de famille. D'abord, il change son orthographe, puis en 1955, après avoir essayé maintes pseudonymes, il adopte définitivement son nom de plume, Jean Améry, un anagramme de son patronyme, Hans Mayer. Son nom de plume est surtout une déclaration d'amour à la France et plus précisément à son mentor de l'après-guerre, Jean-Paul Sartre. Jean Améry reste un révolté, même pendant les années 39-45. Après sa première arrestation, il essaye de s'enfuir. Puis, après avoir été torturé, quand il n'y a aucune échappatoire possible, il tente de se donner la mort de peur de pouvoir divulguer des secrets concernant ses camarades résistants. Ses idées sur le suicide sont déjà bien établies longtemps avant l'arrivée des nazis. En 1976, il les élabore dans son grand essai « Porter la main sur soi ». En 1978, finalement, il passe à l'acte et se donne la mort à Salzbourg. Ayant vécu durant 40 ans exilé à Bruxelles, c'est à Salzbourg, dans son pays natal, qu'il a voulu mourir. Le parcours de Jean Améry en Belgique et à Bruxelles. Après l'annexion de l'Autriche, Jean Améry se réfugie d'abord à Anvers, puis à Bruxelles. Il est arrêté le 10 mai 1940 comme étranger ennemi. Puis,
interné durant 5 jours à Malines avant d'être déporté et incarcéré à Saint-Cyprien et à Gurs. Il parvient à s'évader de Gurs un an plus tard, le 6 juin 1941, en passant par la zone libre, Pau, Toulouse, Montauban, Tulle, puis en affrontant la zone occupée, Bourges, Orléans, Paris, en direction de Bruxelles sous l'occupation allemande. C'est seulement fin septembre qu'il arrive à Bruxelles, où il vit caché avec son épouse au 69 rue de Livourne. Dès son retour, il rejoint la résistance communiste du Front de libération autrichien de Belgique. Il est responsable de la propagande anti-nazie auprès des forces allemandes d'occupation. Avec Marianne Brandt, une jeune Allemande, il rédige des tracts destinés à être distribués dans les quartiers des casernes de la rue américaine, où se trouvait un important atelier de réparation automobile. Le 23 juillet 1943, il est arrêté une deuxième fois par la Gestapo et subit un interrogatoire à l'avenue Louise, le siège de la Gestapo en Belgique. Le même jour, il est transféré en tant que politique à Brendonk, dans la cellule d'arrêt numéro 13, où il est torturé. Hans Meyer, alias Jean Améry, ne livre aucune information. Ce qui lui est arrivé là-bas, il le raconte à 2 reprises. Une fois dans un roman inachevé en 1945, puis en 1966 dans son essai « La torture ». J'y reviendrai plus loin. Dans la fiction, c'est l'esprit qui triomphe de la matière. Dans l'essai, c'est la matière, le corps meurtri, qui triomphe de l'esprit. De Brendonk, Améry passe à Malines, à la caserne d'Aussin. À Malines, il rencontre le physicien Prigogine, professeur à l'ULB et futur prix Nobel. Quand le chef de l'administration militaire apprend que Hans Meyer est juif, il est déporté en tant que juif le 17 janvier à Auschwitz sous le matricule 379, parmi les 655 personnes du convoi 23. De ce nombre, 417 hommes, femmes et enfants sont assassinés sur le champ. Hans Meyer, lui, est incorporé dans un commando de travail au camp d'Auschwitz-Monowitz sous le matricule de détenus 1, 7, 2, 3, 6, 4. 6 mois plus tard, en raison de ses aptitudes littéraires, il est affecté comme secrétaire à l'usine Buna de IG Farben à Monowitz, là où était aussi incarcéré Primo Levi. Quand Monowitz est évacué, il est déporté à Dora-Mittelbau, puis à Bergen-Belsen, où il est libéré par les Britanniques le 15 avril 1945. Le 29 avril, il revient enfin à Bruxelles, je cite, « avec mes 45 kilos de vie réchappés et un pyjama rayé ». Sa femme, qui était restée cachée dans un monastère de la ville, est morte 1 an avant son retour. Il loue une chambre au 143 rue Ten Bosch. Ilya Prigogine et son épouse Hélène l'aident à reprendre pied.
Durant des années, il se bat pour obtenir des papiers d'identité qui lui permettent de circuler librement. Ce n'est qu'en décembre 1949 que le ministère de la Reconstruction lui reconnaît le statut de prisonnier politique. Il renoue avec une ancienne amie de sa première femme, Maria Leitner, qu'il épousera 6 ans plus tard. Maria Leitner le soutient dans tous ses projets et l'accompagne activement jusqu'à son suicide en 1978. Ils habitent au 56 rue Cogen à Uccle, où se trouve aujourd'hui une plaque commémorative de l'écrivain. L'importance littéraire de Jean Améry, car l'aspect primordial, son unicité, se manifeste dans son œuvre. Ses 4 volumes d'essais et les 3 romans font date. Jean Améry acquiert une importante notoriété en Allemagne, mais malgré le fait qu'il fut domicilié à Bruxelles, il reste un inconnu en Belgique. Avec la même profondeur de pensée que Primo Levi et Imre Kertész, Jean Améry déploie une réflexion à la fois philosophique et littéraire sur la terreur nazie, le génocide des Juifs et plus généralement sur les violences du XXe siècle. Il s'affirme comme une référence incontournable concernant les effets psychologiques de la torture. Déjà dans son premier roman des années 30, qu'il intitule « Les naufragés », se dessinent les axes intellectuels du futur Améry. Le rapport entre l'esprit et le corps, la problématique du pays natal et de l'exil, le suicide et la nécessité et l'impossibilité d'être juif. Ces 3 premiers récits, par-delà le crime et le châtiment, le vieillissement et les années d'errance, forment une sorte de trilogie autobiographique. En fait, il s'agit d'un drame de la pensée en 3 actes. Le premier essai du premier livre met en scène l'intellectuel à Auschwitz et son rapport à la violence de la réalité politique. Contrairement à Primo Levi, Jean Améry fait valoir l'impuissance de l'esprit. Au camp, non seulement l'esprit n'était d'aucun secours pour l'intellectuel, mais le conduisait tout droit à la tragique dialectique de l'autodestruction. C'est une citation. Je cite encore, « Il sort d'Auschwitz dénudé, dépouillé de tout, vidé, désorienté. » L'expression « aux frontières de l'esprit », l'intitulé du premier essai, est à elle seule révélatrice de la méthode employée par l'auteur en 1964. Son principe consiste à toujours penser et écrire contre soi-même. L'esprit est la seule chance d'Améry de s'affranchir de sa situation économique, psychique et surtout politique. Il est sa seule chance de pouvoir donner sens à l'insensé. Synonyme de littérature, l'esprit lui tient lieu de patrie. Il a plus de réalité que la soi-disant réalité. Or, voilà qu'à Auschwitz, cet esprit prend congé. L'esprit le laisse en plan au moment où son besoin se fait le plus sentir. Il capitule devant le pouvoir total.
L'intellectuel ici décrit, l'intellectuel littéraire, il s'agit évidemment d'un autoportrait sans pitié, n'est aucunement célébré comme un être supérieur. Il est au contraire cruellement démasqué dans son inutilité. Il n'est qu'une créature méprisable et ridicule. Le prochain essai, La torture, va plus loin encore. Améry aurait pu l'appeler « Aux frontières du corps ». Je cite, « La torture est l'événement le plus effroyable qu'un homme puisse garder au fond de soi. C'est le paroxysme de la mutilation. » Entre le roman inachevé de 1945 et l'essai de 1965, donc avec 20 ans d'écart, l'auteur a radicalement changé sa vision et sa pratique du langage. En 1945, la brisure du réel n'affectait en aucune manière le flux discursif qui la charriait. 20 ans plus tard, l'ébranlement de l'expérience vécue se traduit dans l'ébranlement même de la langue. Puisque le pouvoir de l'imagination est insuffisant à verbaliser une telle monstruosité, métaphores et comparaisons ne sont plus que des cols tout usage. Je cite, « Non parce que la réalité dépasse la fiction, ce n'est pas une question de quantité, mais parce que c'est la réalité et non plus l'événement imaginé. On peut passer une vie entière à confronter l'imaginaire et le réel. On n'arrivera jamais au bout. » Pour mieux comprendre, il remonte au stade préliminaire, à la scène originelle de la torture, le premier coup. Avec lui, le détenu a pris pleinement conscience qu'il est à la merci de l'autre. Personne, ni médecin, ni mère, ni ami n'accourra à son secours. Je cite, « Avec le premier coup de poing du policier, contre lequel il n'y a pas moyen de se défendre, c'est une partie de notre vie qui s'éteint. » Geste en lui-même indélébile. Le premier coup renferme tout ce qui va suivre à l'état embryonnaire, la torture et la mort, et fait passer par profit et perte ce qu'Améry appelle la confiance dans le monde. Car, poursuit Améry, déclinant le postulat de Wittgenstein sur les frontières de son monde, je cite, « Les frontières de mon corps sont les frontières de mon moi. La surface de la peau m'isole du monde étranger. Au niveau de cette surface, j'ai le droit, si l'on veut que j'aie confiance, de n'avoir à sentir ce que je veux sentir. Là où la surface de la peau est brutalisée, là où notre prochain se retourne contre nous, l'anéantissement est programmé. » Je cite, « Il se produisit dans le haut de mon dos un craquement et une déchirure que mon corps à ce jour n'a pas encore oublié. Je sentis mes épaules se déboîter. Le poids même du corps avait provoqué la luxation. Je tombais dans le vide et tout mon corps
pendait maintenant au bout de mes bras disloqués, étirés vers le haut, par derrière, et retourné jusqu'à se retrouver par-dessus ma tête. Torture, du latin torquere, tordre. Quelle leçon de choses par l'étymologie. Si le comment de la douleur se dérobe à la communication par le langage, on peut du moins établir ce qu'a été cette douleur. La corporalité exacerbée jusqu'au paroxysme. L'homme torturé devient viande. C'est comme si le torturé vivait sa propre mort. Ici, l'esprit n'est pas seulement parvenu à ses frontières, il est systématiquement liquidé par le tortionnaire. Je cite. Une simple petite pression de la main prolongée par son instrument suffit pour transformer l'autre, y compris sa tête, qui peut abriter ou non Kant et Hegel et l'entièreté des 9 symphonies de Beethoven, en cochon qui hurle sur le chemin de l'abattoir. Tel est aussi le point où le corps même est parvenu à ses frontières. Je cite, « Celui qui a été soumis à la torture est désormais incapable de se sentir chez soi dans le monde. » C'est sous ce signe-là que sont placées les 13 années qu'Améry se donne encore à vivre. Le 3e essai aura pour titre « Dans quelle mesure a-t-on besoin de sa terre natale ?» Le portrait qu'Améry ébauche de l'exil, puisque tel est l'objet de ses réflexions sur la terre natale, se distingue fondamentalement de l'image glorieuse qu'en ont forgée après la guerre les 2 Allemagnes antifascistes. En dépit de tous les discours sur les prétendues vertus enrichissantes du cosmopolitisme, l'exil est une condition piteuse. La thèse d'Améry est aussi simple que convaincante. Je cite, « Il faut avoir une terre à soi pour ne pas en avoir besoin. Et quand on n'en a pas, ou que l'on n'en a plus parce qu'on en a été chassé, c'est alors qu'on en a le plus besoin. Car que signifie la terre natale ? Réduite à son contenu premier, elle signifie la sécurité. Or, il n'est de sécurité que là où l'on connaît les signaux et où cette connaissance est gage de confiance. Mais là où se produit l'inattendu, là où notre confiance est brisée jusqu'en ses fondements mêmes, on est perdu. La terre natale, inexorablement, s'est muée en terre hostile. Car on est non seulement dépossédé de sa patrie, mais on se fait dire par surcroît qu'on l'avait usurpée, qu'elle n'avait jamais été nôtre. Une telle perte de la terre natale, imposée sur la contrainte politique, ne peut qu'aboutir à l'autodestruction, puisqu'elle s'accompagne du démembrement systématique de tout ce qui nous a constitués depuis l'enfance, et au premier chef de la langue maternelle, devenue langue des assassins. Impossible désormais d'émigrer à rebours. L'écrivain est condamné à l'exil perpétuel. L'exil est angoisse, la terre natale, sécurité. Le 4e essai aura pour titre « Ressentiment ».
Ameri développe ce que j'appellerais son éthique du ressentiment. C'est évidemment un terme qui peut choquer, qui semble au moins paradoxal, car comment un ressentiment peut-il ouvrir à une éthique? Ameri lui-même explique que dans un premier temps, il s'agit d'une enquête sur la rancune qu'il éprouve vis-à-vis des Allemands en tant que victime juive. Ameri convient bien que les psychologues n'y voient qu'une pathologie. Il prend également ses distances par rapport à la définition de Nietzsche qui condamne le ressentiment sur le plan moral. Ameri, lui, justifie son ressentiment et du point de vue psychologique et du point de vue moral. Après sa défense sur le plan personnel, il investit ses ressentiments d'une fonction historique sur le plan collectif. Il sait très bien que la pression sociale et le passage du temps ouvrent tout naturellement vers une conciliation, un pardon. Mais, écrit-il, je cite, « c'est le droit et le privilège de l'homme qu'ils ne doivent pas se déclarer en accord avec tout événement naturel, et donc aussi avec tout accroissement de la distance temporelle du temps. Ce qui s'est passé, s'est passé. Cette phrase est tout aussi vraie qu'elle est ennemie de la morale et de l'esprit. L'homme moral exige que le temps soit aboli, en clouant le malfaiteur à son méfait. Ameri fait ensuite un rare aveu qui me semble être la clé de toute cette éthique du ressentiment. Je cite, « En dernier ressort, l'expérience de la persécution était celle d'une extrême solitude. Ce qui m'importe, c'est d'être délivré de cet abandon qui persiste toujours. » Tel est le point nodal de l'essai sur le ressentiment. Postulat négatif, le ressentiment ne se soutient que de son corollaire positif, la délivrance. Il ne s'agit donc pas du tout d'une harangue haineuse, mais c'est ainsi que le texte a été lu par une majorité des Allemands, et pas seulement des Allemands, mais aussi notamment par Primo Levi. Et pourtant, il est en son cœur même un fervent appel lancé aux Allemands, un désir de délivrance qui ne recule pas devant ce pathétisme. Là où les Allemands assument leur culpabilité, là où le ressentiment de la victime est reconnu comme légitime, je cite, « les supplicieurs et les suppliciés se rejoignent au point de rencontre du souhait d'inversion du temps et dès lors du désir de moralisation de l'histoire. Et à la fin, l'Allemagne aurait vraiment abouti à ce que le peuple n'avait pas eu jadis la force de réaliser, le rachat de l'ignominieuse souillure. » Ameri imagine la puissance morale de la résistance, la paradoxale puissance de l'impuissance. Dans son fantasme, car ici il s'agit d'une utopie tout à fait personnelle, il va plus loin encore. Il exige de ses bourreaux, je cite, qu'ils se nient eux-mêmes et qu'ils me rejoignent dans cette négation. Il me semble que ce n'est pas dans un processus d'intériorisation que seront évacués les cadavres qui gisent entre eux et moi, mais au contraire, dans un processus d'actualisation, ou pour le dire de manière plus pointue, par le règlement du conflit non résolu
sur le terrain d'action de la pratique historique. La pratique historique vise le plan collectif. Elle vise une pédagogie où le ressentiment provoque un processus d'actualisation et d'extériorisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Le ressentiment fait du crime une réalité morale aux yeux des criminels. Jean Améry met son éthique du ressentiment au service d'une correction de l'histoire. Son ressentiment s'inscrit donc dans le cadre d'une visée curative. Je termine par la présentation du dernier et 5e essai dans son volume « Par-delà le crime et le châtiment » qui porte sur son être juif dans toutes ses contradictions. L'idée que la mémoire juive doit être opposée à la mémoire allemande est au cœur de la nécessité et de l'impossibilité d'être juif. Améry ne se contente pas d'y sonder son propre rapport au judaïsme. L'analyse de sa construction identitaire s'offre plus généralement comme le modèle d'autres formes de détermination socio-historique imposées par autrui. Son éditeur salue cet essai conclusif comme le plus exposé de tous, considérant à juste titre qu'il recèle la clé des 4 précédents. La contradiction entre nécessité et impossibilité est en effet au cœur des 5 études. Il y va au fond de la nécessité et de l'impossibilité de continuer à vivre après Auschwitz et surtout après la torture. Nécessité et impossibilité encore s'agissant de la terre natale. Or, toutes ces nécessités et impossibilités confluent dans le repérage d'une seule et même position, celle de sa judéité, qui, parce qu'elle est décrétée de l'extérieur, en est précisément le motif premier. Mais, parce qu'elle ignore tout de la tradition juive et plus encore de la croyance juive, elle est dans une égale mesure impossible. Elle se définit par sa seule détermination historique, à savoir les lois de Nuremberg. Être juif, postule Améry en 1966, dès ce moment, cela signifia pour moi être un mort en sursis, un homme à abattre qui pouvait remercier le hasard de ne pas être encore là où était sa vraie place. Son numéro d'Auschwitz est devenu pour lui, juif de la catastrophe, la formule fondamentale de son existence. Dès lors, et même après l'événement, être juif ne peut être qu'une donnée négative, une étrangeté, une maladie insidieuse, susceptible toutefois de s'inverser, comme le ressentiment, de s'inverser en facteur positif. Dans sa révolte contre sa condition de juif, Améry inverse la détermination extérieure en autodétermination. Le paria qu'Hitler a fait de lui se mue en marginal volontaire. Il transforme en son nom propre le moi qu'on lui a imposé en un moi librement choisi, mobilise son calvaire politique pour le bien de tous les humiliés et offensés. La fatalité d'être juif est surmontée non pas dans le déni, mais dans l'assomption souveraine d'une mission morale qui le lie par solidarité à tous ceux qui sont opprimés et dépossédés de leurs droits.
Par-delà le crime et le châtiment, se présente comme la tentative de surmonter l'insurmontable. En bien comme en mal, Améry choisit son destin. Il choisit sa vie, il choisit sa mort. Ces 5 essais sont des œuvres devenues paradigmatiques. Ils doivent se lire comme une recherche placée sous le signe du paradoxe, de l'impossibilité et de la nécessité. Pour survivre, il faut arriver à transformer toute détermination extérieure en détermination intérieure. En tant qu'auto-questionnement, il procède à un questionnement de l'époque et met en scène une résistance contre l'histoire dont ils sont en même temps l'émanation. Je vous remercie.